Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est de 22 h jusqu'à minuit. Il est temps de revenir sur la situation en Russie. Quelles conséquences auront les événements d'hier sur le pays, sur Vladimir Poutine, sur la guerre en Ukraine? Le journaliste Pierre Laurin est avec nous. Vous êtes l'auteur de La mystérieuse ascension de Vladimir Poutine et de l'Ukraine, une histoire entre deux destins. Renaud Girard est géopolitologue, grand reporter au Figaro. Votre dernier livre, c'est Un ambassadeur russe à Paris, que vous avez écrit avec Alexandre Orloff. Gérard Vespierre, vous êtes le fondateur du site Le Monde décrypté. Julien Vercueil doit être en duplex avec nous. Est-ce que vous êtes là, Julien Vercueil? Professeur à l'INALCO. Je vous entends. Bonjour. Voilà, vous avez publié aujourd'hui une tribune sur le site du Monde intitulée « 5 leçons des 24 heures de la rébellion Wagner ». Il doit y avoir également Vyacheslav Aviotski, qui doit être également en duplex, spécialiste des relations internationales, de la Russie et de l'Ukraine en particulier. Oleg Kopsev et Alexandre Delval nous rejoindront un peu plus tard, normalement. Alors, ma première question à tous les cinq concerne Evgeny Prigojine, que l'on a vu quitter Rostov sous les acclamations de ses supporters. On va voir les images. Il part en exil en Biélorussie, mais comme vous le rappelez dans votre tribune, Julien Vercueil, c'est le seul chef militaire russe qui puisse prévaloir de réels succès en Ukraine. Et ses soldats ont pu parcourir hier 800 kilomètres en direction de Moscou sans que personne ne les arrête. C'était l'attentisme le plus complet, hein, on peut dire ça. Est-ce qu'il représente une alternative aujourd'hui à Vladimir Poutine, Julien Vercueil? Non, clairement pas. Il lui manque une dimension qui est tout à fait indispensable pour qu'il représente une alternative. C'est la dimension politique. Et je pense que l'une des idées qui a pu traverser son esprit lors de ces 24 heures qui ont fait à la fois sa gloire et sa chute, c'est qu'il allait être rejoint lors de sa montée vers Moscou par des figures politiques de premier plan qui pourraient éventuellement prendre le relais de son opération militaire pour, en galvanisant les foules, en organisant une opération de manifestation massive à Moscou, renverser le cours des choses jusque, et y compris au Kremlin. Et en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a peut-être été lui-même pris au piège de ce qui avait fait son succès, c'est-à-dire la prise par surprise de l'ensemble de l'establishment politique russe. Il est monté rapidement depuis Rostov jusqu'à Voronezh et ensuite de Voronezh en direction de Moscou. Et ça n'a pas donné le temps à d'éventuelles personnalités politiques de premier plan de jouer ce rôle de paravent ou de parrain politique dont il avait besoin, lui n'ayant absolument aucune envergure politique de nature à en faire un chef d'État. Il est tout à fait capable, et il l'a montré à de multiples reprises, de dénoncer l'impéritie, la corruption, la tétanie de l'armée russe, mais il n'est pas capable d'incarner un constructeur d'une suite à Poutine. Il peut jouer le rôle de dynamiteur, mais il ne peut pas jouer le rôle de constructeur. Il n'a pas, pour l'instant, l'envergure qui lui permet ça. Et sa chance aurait été qu'il soit rejoint en cours de route par un nombre suffisamment important, une masse critique de soutien, mêlant à la fois la population, mais surtout des gens du cercle du pouvoir. Ça n'a pas été le cas et c'est la raison pour laquelle il a dû faire volte-face. Vous êtes d'accord, Pierre Laurin ? Je pense que les capacités de Prigojine d'attirer des hommes politiques d'importance dans les cercles du pouvoir actuel étaient minimes, parce que Prigojine, tout le monde en Russie ou presque, considère que c'est quelqu'un de très bien parce qu'il a eu des succès par son groupe et non pas lui-même. On sait très bien que ce n'est pas un chef militaire, mais ce n'est pas non plus une personnalité, une figure de premier plan que certains politiques voudraient rallier, même s'ils espèrent que Prigojine pourrait tirer les marrons du feu pour eux. Non, je crois que ce sur quoi il comptait, c'était sur une petite masse critique de militaires
de chefs d'unité, de garnison, qui pouvaient effectivement se rallier à lui. Mais ça également, finalement, c'était relativement illusoire dans la mesure où Poutine, qui est respecté dans l'armée, avait dit que c'était un traître. Et là, je crois que c'est le discours de Poutine qui a vraiment renversé toute possibilité pour lui de l'emporter d'une manière ou d'une autre. Vyacheslav Avutski, il est sorti du jeu définitivement pour vous, Evgeny Prigojine ? Mais globalement, en fait, c'est une défaite, bien entendu, pour lui. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord lorsqu'on dit que ce n'est pas un homme politique. C'est un homme politique, quelqu'un qui est un grand manipulateur de médias. Il était très médiatisé, était très présent dans la scène politique. Je regardais ses sondages, par exemple. Il était quand même classé comme le 4e ou le 5e homme politique le plus populaire après Vladimir Poutine, Shoigu et 2-3 autres personnages. Mais là, c'est vrai que c'est pratiquement sa mort politique et que nous assistons quasiment en direct. Gérard Vespierre. Prigojine a-t-il un parti ? Prigojine a-t-il déjà eu un parcours politique ? Non. Donc je crois qu'effectivement, comme l'a mentionné tout à l'heure Pierre Laurin, le problème c'est qu'il a heurté l'armée et ce seul espoir de pouvoir s'approcher vraiment de Moscou, c'est d'avoir une aide de l'armée. Parce que comment peut-on imaginer un seul instant pouvoir prendre Moscou en arrivant à Voronezh avec 2000 hommes à peu près, n'est-ce pas ? Il y a 12 millions de moscovites. Défendus, protégés par l'ensemble du système du pouvoir, des forces spéciales, des spetsnaz. Donc impossible, 2000 contre 12 millions, ça n'a pas de sens. Tout cela n'a pas de sens si on prend cette opération comme un putsch. Parce qu'à ce moment, si on prend cette opération comme un putsch, ça veut dire que c'est la première bataille. Et ça ne va pas. Parce qu'avec 2000 hommes, ce n'est pas la première bataille, c'est la dernière. C'est-à-dire qu'il faut inverser complètement le système et dire, finalement, cette opération, c'est la dernière bataille de Prigojine parce que le pouvoir, il y a des semaines, a pris la décision de le débrancher d'un point de vue munitions, comme on l'a évoqué. On l'avait dit hier soir. Voilà, absolument. Et cet axe d'élimination progressive. Munitions d'abord et ensuite de lui confisquer ses hommes, en fait. Voilà, deuxième étape. Et troisièmement, il s'est dit, mais on m'attaque, regardez. Alors que ce soit vrai ou faux, peu importe. Mais tous les événements, plus la brièveté de l'opération finale, c'est le 13e ou le 14e round. À ce moment-là, c'est toujours très court. Si c'est le premier, ben non, ça ne va pas, parce qu'il y a encore 12 ou 13 à venir, voyez-vous. Donc, l'axe élimination programmée par le Kremlin depuis déjà des mois, eh bien, est le seul axe qui puisse expliquer le processus, la brièveté, et donc c'est le seul axe qui permet d'assembler toutes les poupées Prigojine. Et donc les gens qu'on voit l'acclamer quand il quitte Rostov. Vous avez toujours des supporters, des fans, n'est-ce pas? Voilà, mais ça veut pas dire pas prendre ça plus au sérieux, d'après vous. Renaud Girard, du même avis? Oui, mais ces foules n'étaient pas très nombreuses. Non, pas tellement. Je pense qu'il y avait un grand attentisme de la population russe. Alors, il avait quelques fans à Rostov-sur-le-Don, parce qu'à Rostov-sur-le-Don, ça se trouve au sud du Donbass, hein, ça se trouve au nord de la mer d'Azov, juste au sud du Donbass. Donc c'est la ville qui a reçu le plus de réfugiés, je dirais, pro-russes du Donbass, parce que à partir de 2014, l'armée ukrainienne n'arrêtait pas de bombarder les villages rebelles du Donbass. Donc beaucoup sont partis, alors certains sont partis du côté ukrainien, mais d'autres, beaucoup sont partis du côté russe, et donc à Rostov-sur-le-Don. Évidemment, ils ont des sympathies pour Prigojine, mais je trouve que ce qui était plus remarquable, c'est plutôt l'attentisme. Voilà, ce sont des jeux un peu opaques pour la population russe. Même le système est très opaque. Comment sont rémunérés, comment est rémunéré Wagner, comment ça marche, est-ce qu'il y a des échanges entre les comptes, entre l'argent qu'ils gagnent en Afrique et les opérations en Europe.
Justement, d'ailleurs, je voulais vous poser des questions, alors je le fais tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer pour Wagner? Parce que voilà une milice qui était présente pas seulement sur le front ukrainien, aussi en Afrique, en Syrie. Or, aujourd'hui, on a l'impression que Wagner va être dissoute, en tout cas dissoute dans l'armée russe. C'est pas très clair. En fait, c'est plutôt une ce qui se intégration. passe pour les compagnies militaires privées, Wagner et d'autres, c'est que pour éviter justement qu'il y ait des effets à la Prigojine, c'est-à-dire qu'ils deviennent une sorte de condottière et qu'ils se permettent tout, le ministère de la Défense a décidé que tous les combattants de toutes les compagnies militaires privées devaient signer un contrat avec le ministère de la Défense, et c'est donc le ministère de la Défense qui allait les payer. Mais sinon... Ça a été l'explication que vous nous avez donnée hier pour la révolte de Prigojine, parce qu'on lui prenait ses hommes. Absolument. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, Wagner va continuer, peut-être sous une autre direction. Certainement que Prigojine, actuellement, il est complètement discrédité et qu'on va le mettre complètement de côté. Il a été dit, à la suite de leur accord, dont on ne sait pas exactement ce qu'il a été dit que les gens de Wagner étaient pardonnés et que ceux qui n'avaient pas participé à ça pouvaient intégrer l'armée. Mais ils vont tous, aller signer le contrat. Voilà, aller signer le contrat. Voilà. Mais est-ce que vous imaginez comment vont les prendre l'armée régulière sur qui ils vont tirer? L'armée régulière ne va pas les prendre. Ils vont rester Wagner. Ils resteront Wagner parce que c'est une unité d'élite. Et qu'il est contre-productif de dissoudre une unité d'élite dans des unités qui ne le sont pas. Parce que ce ne sont pas les combattants qui arrivent aguerris qui vont contaminer les autres, c'est plutôt les autres qui vont les contaminer. Donc ce serait totalement contre-productif. Et je crois que même Shoigu, qui avait un peu l'idée de ramener tout ça... Mais on a également dit peut-être que ça va être fait, que c'est Shoigu lui-même qui prendra non pas la direction technique, le commandement des forces, mais qui prendrait la tête du groupe Wagner. Ils vont être contents, Wagner. Effectivement, c'est peut-être ça qui peut arrêter. Mais de toute façon, en dernier recours, ce sera toujours Poutine qui décidera. Julien Vercueil, sur l'avenir de la milice Wagner. Sur l'avenir de la milice Wagner, il y a plusieurs scénarios. Il y a un scénario. Il faut bien déjà comprendre qu'elle a beaucoup enflé. Elle s'est considérablement hypertrophiée à la faveur du conflit ukrainien. Donc, il faut distinguer peut-être la partie récemment hypertrophiée et puis les éléments qui préexistaient. Donc, peut-être qu'il y aura une différence dans le sort entre les deux parties. Ensuite, effectivement, il peut y avoir aussi une division interne avec des unités qui rejoindront les éléments de l'armée avec lesquels ils combattront, pas forcément dans les mêmes unités, mais en côte à côte, et puis d'autres opérations pour lesquelles Wagner a toujours été utilisé ailleurs que sur le théâtre ukrainien, qui continueront comme avant. Donc je pense que on va plutôt vers un retour à une configuration qui préexistait avant la guerre. Vyacheslav Avutsi. En fait, moi je pense que l'objectif de ce coup d'État raté, de ce putsch de la part de Prigojine, c'était précisément d'absorber l'armée régulière par Wagner. Bien entendu, c'était complètement irréaliste et nous sommes en train d'assister à quelque chose qui se passe dans le sens contraire. En fait, c'est l'armée régulière qui va absorber, donc ceux qui en restent de Wagner. On parlait de à peu près 60 000 hommes qui faisaient partie de Wagner si on se sépare du nombre de prisonniers qui ont été libérés pour rejoindre Wagner. Il est quand même assez intéressant, tout le monde n'a pas participé au putsch, on a parlé quand même d'une scission déjà. Et globalement, je ne vois pas du tout Shoigu être à la tête de Wagner, parce que sans Prigojine, cette unité d'élite ne pourra pas tout simplement exister. Il ne faut pas oublier quand même qu'une unité, ce n'est pas seulement les armes, c'est aussi la gestion, les ressources. Et comme par hasard, c'était Prigojine lui-même qui a commencé ce putsch en disant que l'armée régulière, elle est inefficace, elle est mal gérée, elle est corrompue.
Voilà, c'était ça l'objectif le premier objectif de ce putsch. Et ce que je voudrais préciser, c'est simplement ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas Shoigu qui va prendre le commandement effectif de Wagner, mais c'est lui qui va prendre l'administration, c'est-à-dire lui qui va faire l'échec. Voilà, en gros. Gérard Vespierre. Oui, je pense qu'il y aura une cohabitation, comme on l'a vu à Bakhmout, n'est-ce pas? Il y avait côte à côte l'armée régulière qui était sur l'extrémité de Bakhmout et puis Wagner au centre. Donc ce schéma-là, on va le retrouver dans d'autres lieux, dans d'autres batailles, dans d'autres temps. Alors sur le plan, entre-temps, quand même, Wagner a tiré sur des soldats russes. Ils ont détruit des hélicoptères, ils ont détruit un avion. Oui, et encore, on n'est pas sûr de ça. On n'est pas sûr de ça. Donc il faut vraiment être très prudent. Et 13 morts à l'échelle de la situation. Ce n'est pas grand-chose. Excusez-moi de dire cela, mais vraiment, ce n'est par rapport aux centaines de milliers qui sont en train de s'affronter. Et la question que vous posiez tout à l'heure sur l'efficacité économique du système Prigojine, il a été débranché politiquement, il a été débranché militairement. Va-t-il être débranché économiquement? C'est-à-dire que le conglomérat qu'il dirigeait, qu'il a créé, mais dont on lui a donné les clés, il fournit des millions de repas par jour à l'armée, aux institutions d'État, etc., aux écoles, Et donc, est-ce que le Concorde, on va lui retirer, c'est le nom de ce groupe, est-ce qu'on va lui retirer ou lui garder? Donc ça va être quelque chose à scruter dans les prochains jours, parce que si on veut vraiment le mettre au placard, au frigidaire, on va lui enlever cette ultime ressource. Je crois qu'il est allé quand même très loin, parce qu'il n'a pas seulement critiqué tactiquement le pouvoir du Kremlin. Il a dit que ces incompétents de l'état-major avaient fait tuer inutilement des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes Russes, mais il a fait aussi une critique stratégique, parce qu'il a critiqué le principe même de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine le 24 février 2022, en disant que c'était sur des mensonges, que jamais l'Ukraine n'avait menacé réellement la Russie. Et lorsqu'il dit qu'il va vers Moscou, il dit qu'il va pour libérer la Russie du mensonge et de la corruption. C'est-à-dire qu'il dit que tout le système est corrompu et je vais purger la Russie, si vous voulez. Il se prend à un moment comme une sorte de Jeanne d'Arc. Il se prend pour Poutine à ses débuts, peut-être. Peut-être que pour Poutine à ses débuts, en tout cas ce que racontait Poutine à ses débuts. Et c'est quand même extraordinaire. Et donc là, je pense que c'est un défi très fort qu'il a fait à Poutine, très embarrassant pour Poutine, parce que tous les Russes ont vu ça sur des chaînes Telegram. Il y a une élection présidentielle en Russie dans un an. Alors évidemment, ce ne sont pas des élections démocratiques. Bien sûr, tous les citoyens ne peuvent pas être candidats, etc. Mais c'est quand même une sorte de référendum, si vous voulez, voir si les gens se déplacent en masse ou non pour voter pour le président ou non. Donc c'est embarrassant pour lui, puis c'est embarrassant pour lui internationalement, parce qu'il donne l'image d'un État qui se fissure, à qui... C'est le mot qu'a employé d'ailleurs l'Américain. Mais c'est pas aux Américains, mais à ses amis. Parce qu'il en a à Xi Jinping, à Modi, l'Indien, à Lula. Il donne l'exemple d'un État quand même qui n'est pas très, pas vraiment très bien géré. Il y avait déjà un problème militaire qui a été patent en février 2022. On ne s'attendait pas à avoir une telle faiblesse et désorganisation de l'armée russe. Mais là, c'est le fonctionnement des institutions politiques, du pouvoir vertical qui existe depuis Ivan le Terrible en Russie, qui est mis en cause. Julien Vercueil, je faisais allusion dans votre tribune sur le site du Monde aujourd'hui. Vous faites allusion à ces 800 kilomètres qui ont été parcourus par la colonne Wagner sans que personne n'intervienne. L'attentisme des gouverneurs, des autorités, des soldats, de la police, personne n'est intervenu, personne ne les a arrêtés.
Oui, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il ne faut pas minimiser l'événement. Je pense que c'est un événement qui a une portée historique, même si évidemment c'est un des événements de la guerre, c'est pas le seul, il y en aura d'autres. Mais il ne faut pas le minimiser, il ne faut pas considérer que tout était écrit d'avance. Je pense que c'est une erreur d'analyse. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que la verticale du pouvoir, qui est quelque chose sur laquelle Vladimir Poutine a bâti une grande partie de sa popularité et de sa longévité, est une verticale qui, pour beaucoup aujourd'hui, apparaît comme une verticale Potemkin, c'est-à-dire quelque chose qui, lorsqu'elle est testée, ne résiste pas. Évidemment, jusqu'à un certain point, parce qu'on voit très bien que si la colonne Wagner s'était aventurée au-delà de 100 km à proximité de Moscou, on aurait eu une situation tout à fait catastrophique en termes de combat, etc. Mais toute la première partie aurait dû être immédiatement stoppée si la verticale du pouvoir avait fonctionné tel que le proclamait depuis 22 ans Vladimir Poutine, c'est-à-dire le fait qu'il a mis en place une machine administrative et une chaîne de commandement qui, en tout point du territoire, est capable de stopper toute forme de sédition, toute possibilité que tel ou tel responsable local, par exemple, ce qui a été le cas dans les années 90, avant qu'il arrive au pouvoir, toute volonté de contester le pouvoir de Moscou. Tout cela, c'est fissuré de manière extrêmement évidente, de manière tout à fait patente, dans les 24 heures qui ont vu cette cavalcade effrénée de la colonne Wagner. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'un autre élément qui me fait considérer qu'il ne faut pas sous-évaluer cet événement, ce sont les mots non pas seulement de Prigojine, ils ont été rappelés à juste titre, mais les mots de Vladimir Poutine lui-même. Vladimir Poutine a parlé de menace mortelle. Cette menace mortelle, c'est un terme qui est tout à fait incongru dans le vocabulaire de Vladimir Poutine lorsqu'il parle de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Là, jusqu'à présent, tout son discours avait tendu à prouver qu'il était en contrôle, que les opérations se passaient à peu près comme prévu, certes elles prenaient un peu plus de temps que prévu, mais ce n'était pas quelque chose de véritablement nature à remettre en cause la stratégie. Et là, tout d'un coup, face à cet événement inattendu, il emploie un terme qui est volontairement dramatique. Et je pense que ça traduit de sa part et de la part d'une partie de son entourage, non pas du tout l'idée qu'il fallait écraser ça tout de suite, évidemment, ça c'est vrai, mais surtout une grande inquiétude, une inquiétude existentielle. Alors, un Poutine apeuré, Pierre Laurin ? Je n'ai pas réellement l'impression. Lorsqu'il parle de menace mortelle, c'est la menace de la guerre civile. Et il dramatise volontairement, parce qu'il est très clair que là où se trouvait... il est évident que lorsque un événement comme ça se produit, tout le monde est pris au dépourvu et l'on cherche à savoir quelles sont les options. Et ça ne se fait pas immédiatement. Ensuite, la colonne monte vers Moscou. Qui c'est qui prend le risque de verser le premier sang ? Comme dans Rambo, vous savez, c'est celui qui verse le premier sang qui va perdre, en gros, parce qu'il a tout le monde contre lui. Donc, prudence. Ce n'est qu'effectivement, en arrivant près de Moscou, que les choses deviennent très sérieuses. Et c'est là que Prigojine arrête, parce que justement, ce qu'a dénoncé Vladimir Poutine le matin va s'accomplir, c'est-à-dire l'ébauche d'une guerre civile. Ça n'allait pas être une guerre civile parce que personne ne suivait Prigojine, mais n'empêche que des combats entre Russes alors qu'il y a la guerre à côté, ça aurait été vraiment une tâche pour Vladimir Poutine. Là, les choses se sont arrangées d'une manière très claire et en très peu de temps. Vyacheslav Avoudsky. Je suis tout à fait d'accord avec tout le monde qui dit qu'il s'agit d'un événement historique. Quand même, il faut rappeler que la dernière fois que, on va dire, pas la Russie, mais l'Union soviétique a vécu ce type de situation, c'était en août 1991,
lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État qui était ratée, bien entendu. Même dans les années 90, lorsque le désordre régnait un peu partout, une tentative de faire une escapade à l'extérieur de la Tchétchénie, je crois que c'était vers 1994, quelque chose comme ça, 95, ça a échoué. Ils n'ont pas pu aller plus de 200 km. Là, quand même, nous sommes dans une situation beaucoup plus dramatique, beaucoup plus tragique. Et pour revenir au discours de Vladimir Poutine, c'est quand même assez intéressant. Il a comparé la situation à 1917, à la révolution bolchevique et à l'autre révolution qui a précédé. Et je ne sais pas, je pense que c'était un peu maladroit parce qu'il a envoyé un très mauvais message, parce qu'il a parlé d'une tentative de coup d'État qui a réussi. Donc en fait, il croyait au moment, lorsque Wagner avançait vers Moscou, que Wagner avait une chance de réussir. En fait, je ne crois pas que Prigojine, il était complètement naïf, qu'il ne comprenait pas les choses. Il s'agit quand même d'une opération qui était bien préparée, planifiée avec beaucoup d'avance. Les services secrets américains nous ont confirmé. Et c'est quand même assez intéressant. Les Russes, les services spéciaux russes, ils ont été surpris par cette opération. Donc là, on a des failles quand même. Heureusement, les Américains n'ont pas informé les Russes, comme ils ont fait à l'époque, lorsque les Russes s'apprêtaient à agresser l'Ukraine à l'époque. Donc c'est un moment historique, et je ne crois pas qu'il est encore qu'on voit les conséquences de cet événement immédiatement tout de suite, et je ne crois pas qu'il est tout à fait terminé. On ne sait pas encore comment les choses vont se passer, parce que actuellement, on est dans la sécurité la plus totale. Après la sortie de Prigojine de Rostov, on n'a aucune information sur sa localisation, où il se trouve. Est-ce qu'il contrôle toujours Wagner? Est-ce qu'il se déplace seul en Biélorussie ou avec certaines unités? On ne sait pas encore. Charles Vespierre. Écoutez, concernant les combats qui n'ont pas eu lieu, je crois que si pendant 48 heures, pratiquement, il n'y a pas eu d'affrontement entre Russes, c'est que de chaque côté, il y a eu ordre de ne pas tirer. Autrement, quand vous faites 600, 800 km et vous déplacez plusieurs milliers d'hommes avec des chars, etc., et il n'y a pas une goutte de sang, ça veut dire qu'il y a de chaque côté une décision de ne pas tirer. Donc il faut intégrer ça, je crois, au schéma. Concernant les dernières paroles, effectivement, les plus récentes de Prigojine, où il a été très, très agressif, comme l'a expliqué Renaud très bien, contre Poutine, je pense que si on intègre effectivement, comme je l'ai indiqué déjà, cette notion d'ultime bataille, il s'agissait pour lui de développer sa capacité de nuisance. Il est dans la dernière ligne droite. Il sait qu'après ça, il s'en va, c'est fini. Donc, pour obtenir le meilleur de cette situation, il est obligé de taper le plus fort possible. Mais la question maintenant, ça n'est plus la question, ça n'est plus l'avenir de Prigojine, mais l'avenir de Poutine, évidemment, un chef d'État quand même qui a été contesté, défié, qui a dû subir une mutinerie. 24 heures. 24 heures, mais néanmoins, ça compte beaucoup. On laisse Isabelle Piboulot faire le rappel des titres et on revient là-dessus. Je remercie Vyacheslav Aviotsky. Isabelle Piboulot, rappel des titres. Alors comment s'est réveillé Vladimir Poutine ce matin, soulagé, apeuré, comme le décrit Volodymyr Zelensky, comme quelqu'un qui vit ses derniers jours de président, comme l'a dit la journaliste et opposante Marina Ovsgannikova, ou au contraire renforcé, triomphant, Pierre Laurin? Je crois que Vladimir Poutine s'est réveillé ce matin un peu comme le général de Gaulle s'était réveillé au lendemain du putsch d'Alger, c'est-à-dire d'une part soulagé, d'autre part prêt à continuer son mandat, à garder fermement le pouvoir et à part les commentateurs occidentaux en Russie, personne ne conteste son pouvoir, personne. Il n'y a que quelques groupes d'opposants qui ne représentent pas grand-chose en ce moment, et la contestation à l'étranger. Donc effectivement, chez nous, on va le décrire comme affaibli, le roi est nu. Non, il n'est pas nu, pas du tout.
Il a une armée considérable, il a un pays qui fonctionne à peu près bien, il y a une industrie qui marche très bien et beaucoup mieux que celle des pays occidentaux. L'industrie, je parle, qui est pratiquement à l'abandon. Il a tout ce qu'il faut pour être à peu près serein pour le futur. Y compris sur le front ukrainien ? Y compris sur le front ukrainien. On y reviendra, bien entendu. Julien Vercueil, comment s'est-il réveillé ce matin, Vladimir Poutine, à vos yeux ? Je ne vais pas répondre directement à la question parce que je trouve que se demander quel est l'état de Vladimir Poutine ce matin au réveil n'a pas beaucoup de sens. On n'est pas à ses côtés. Ce que j'essaie de voir, c'est la situation objective. La situation objective, c'est une économie russe qui, contrairement à ce qui vient d'être dit, est en grave difficulté. Elle est en grave difficulté. Elle avait une croissance prévue de 3,5% en 2022. Elle est à moins 2,1%. Elle a un déficit budgétaire important sans accès au marché des capitaux qui risque de poser des problèmes. Son industrie n'est pas du tout aussi florissante que ce qui vient d'être dit. C'est une industrie qui pèse, quand on ne compte pas l'industrie du pétrole, qui est une industrie de rente, qui pèse 13% du PIB. Ce n'est pas quelque chose de flamboyant et qui n'a une productivité qui n'a rien à voir avec la productivité de l'industrie des pays occidentaux. Bref, ça n'est pas non plus un pays où tout va bien. Le deuxième élément, c'est que la situation objective personnelle de la fonction présidentielle qu'occupe aujourd'hui Vladimir Poutine a été fragilisée considérablement par l'épisode qui vient de se passer. Ouvertement, face à la fois son peuple, à la fois ses subordonnés, l'ensemble du gouvernement, à la fois l'appareil militaire dont il est le commandant en chef, ses alliés, Xi Jinping, Modi, qui ne sont pas vraiment ses alliés, mais qui sont des chefs politiques qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu récemment, mais également face à ses ennemis, Vladimir Poutine montre qu'il a été dans une situation de mise en difficulté majeure, inédite depuis Mikhaïl Gorbatchev, dont il a lui-même indiqué qu'il avait été le fossoyeur de l'Union soviétique. Donc c'est un retour de l'histoire qui est particulièrement douloureux pour lui. Sa porte de sortie lui a été apportée par un autocrate mégalomaniaque qui n'est autre que Loukachenko. Alors c'est peut-être pas Loukachenko lui-même qui a négocié, mais Loukachenko a été présenté comme celui qui a permis la résolution de la situation. Donc, je ne trouve pas que sa situation se soit particulièrement améliorée dans les dernières 48 heures. Je pense qu'elle s'est plutôt largement dégradée et surtout d'un point de vue politique. D'un point de vue politique, je pense que cela laissera des traces. On voit également à l'échelle de l'Union économique eurasiatique qu'il y a une fissure marquée maintenant. C'est le propre des crises comme celle que nous venons de connaître de clarifier la situation. Il y avait des non-dits au sein du noyau dur de l'Union économique eurasiatique constitué du Kazakhstan, de la Biélorussie et de la Russie. Ces non-dits ont fait place maintenant à quelque chose de beaucoup plus clair. On a d'un côté Biélorussie et Russie, et de l'autre côté, on voit que le Kazakhstan prend ses distances. Ça n'est pas sans cohérence avec la position initiale de Nursultan Nazarbayev, et aujourd'hui c'est Tokayev qui suit cette position, qui consiste à dire l'économique oui, le politique non. Et donc là, on est dans cette situation où même le noyau dur de l'Union économique eurasiatique a vacillé à la suite de cette crise. Donc non, je ne crois pas que la situation soit objectivement meilleure ce matin pour Poutine qu'elle ne l'était jusque-là. Et pour vous, Gérard Vespierre ? J'accepte la question du réveil. Non, j'ose plus. Oui, mais je l'accepte. Je crois qu'il y a deux piliers essentiels. Il y a le pilier militaire et le pilier de la population. Donc, dans le pilier militaire, pour soutenir le régime, c'était essentiel, il y a grande satisfaction vis-à-vis du président qui a débranché, effectivement, politiquement et militairement, Prigojine, qui était quand même l'électron, le poil à gratter vis-à-vis de l'armée. Donc, l'armée est satisfaite. Deuxièmement, la population. Encore une fois, c'est vu de l'intérieur. C'est ce qu'il faut que nous fassions, c'est de voir de l'intérieur. La population, elle doit être très satisfaite d'avoir effectivement une situation qui a évité la guerre civile en 24 heures. Donc il y avait ce spectre qui se profilait
Et je pense que toute l'habileté de communication du régime maintenant va être de mettre ceci en avant, parce qu'effectivement, on a évité l'écueil. Le patron, Vladimir Poutine, a évité l'écueil. Troisièmement, sur l'économie, effectivement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Pierre. La situation est très difficile. Depuis 7 ans, en moyenne, la croissance de la Russie est de 0,7%. Donc, la difficulté économique actuelle ne fait que renforcer le déclin que l'on voit depuis des années. Et ce qui vient d'être dit sur la partie asiatique est très intéressante. Parce que, voyez-vous, la Chine vient de réunir les stans, comme on les appelle, donc les pays, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, etc., etc. Donc, autour d'elle-même, une réunion régionale en l'absence de la Russie, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, tous les anciens pays de l'Asie soviétique se tournent et maintenant vers Pékin. La dynamique de la rupture ukrainienne accentue la séparation des anciennes républiques socialistes soviétiques. Oleg Koptsev nous a rejoint en duplex, professeur de géopolitique à l'American University of Paris. Oleg Koptsev, il est dans quelle situation pour vous aujourd'hui, Vladimir Poutine ? Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Monsieur Vespierre, donc je vais pas répéter ce qu'il a dit. Seulement, je vais renforcer ce que je dis depuis des mois et des mois. Le grand gagnant de tout cela va être la Chine. Peu importe si Poutine se réveille avec une gueule de bois ou triomphant. De toute manière, là, je crois, il y a un consensus sur le plateau. La Russie, quand même, s'affaiblit petit à petit. S'est-elle affaiblie par cette aventure que nous avons vécue hier? Peut-être oui, peut-être non, mais de toute manière, nous sommes bien d'accord qu'il y a un déclin industriel, militaire. La Russie ne va pas mieux se porter sur le front ukrainien pour avoir triomphé de Prigojine. C'est évident. Renaud Girard. Moi, je crois que la question du réveil est une bonne question, parce que c'est pas se réveiller parce que c'est le matin, mais se réveiller tout court, parce qu'il vivait dans une nuée. Si vous voulez, je me souviens du forum de Saint-Pétersbourg, où il recevait les BRICS, tous les gens qui ne sont pas proches des Occidentaux, du G7, et qui veulent continuer à commercer avec la Russie, sont allés au forum de Saint-Pétersbourg, et là, c'était « tout va bien, Madame la Marquise ». Non, on a l'impression qu'en fait, Poutine est totalement déconnecté de la réalité. Et on s'en était aperçu lorsque, en février 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait appelé les généraux ukrainiens à se joindre à l'armée qui envahissait l'Ukraine. Mais je ne sais pas, il n'a pas de bons renseignements, il vit dans quel monde, quoi? Il vit dans quel monde? Il est peut-être complètement coupé, en fait. Voilà, il n'a que des courtisans autour de lui. Peut-être qu'il ne lit pas la presse étrangère, qu'il n'utilise pas de portable. Je ne sais pas, on a l'impression de quelqu'un qui est complètement déconnecté. Il a fait un discours extrêmement solennel. Il a comparé effectivement ça à 1917, mais il s'est donc comparé à Kerensky, qui était quand même un chef assez faible, si vous voulez, qui avait pris le pouvoir, enfin était plus ou moins, élu en février 1917 et qui l'a perdu en novembre 17. Mais se comparer à Kerensky, c'est quand même assez grave. Et donc je crois que toute la question est de savoir, c'est est-ce qu'il va vraiment se réveiller ou il restera toujours un peu dans ses nuées. Et Pierre Laurin. En ce qui concerne, il ne s'est pas comparé à Kerensky. Il a, je pense, voulu enfoncer encore plus les bolcheviks, ce sont eux qui ont signé la paix avec les Allemands. C'est eux qu'ils visaient, et en plus, ils ont provoqué la guerre civile.
Donc il parlait de la guerre civile. Il ne parlait pas ni de Kerensky, ni du putsch de Kornilov, ni... Bon. En revanche, si on écoute réellement ce que dit Vladimir Poutine, si on suit ses déclarations, ses discours, sa longue interview au Forum de Saint-Pétersbourg, on voit qu'il n'est pas du tout déconnecté, qu'il sait très bien de quoi il parle, qu'il sait très bien ce qui se passe dans le monde. Par ailleurs, actuellement, ce à quoi nous assistons dans le monde, c'est à une redistribution des cartes. D'une certaine manière, la Russie est au centre, justement parce que c'est elle qui affronte aujourd'hui l'OTAN. Or, l'OTAN, c'est l'ennemi, non pas désigné, mais viscéral, de 80% des peuples de la planète. C'est-à-dire que actuellement, si l'Amérique latine est en faveur de la Russie, ce n'est pas parce qu'ils sont pro-russes, c'est parce qu'ils sont anti-américains. Si l'Asie, c'est pareil, c'est parce qu'ils sont anti-américains, notamment la Chine. Par ailleurs, les pays d'Asie centrale, cela fait depuis des années qu'ils ont un système qui est 5, c'est-à-dire les 5 pays d'Asie centrale, les 5 anciennes républiques soviétiques, avec un partenaire. Alors là, ça a été la Chine, mais ça fait longtemps que ce procédé 5+1 existe. C'est également le Japon, c'est également la Russie, c'est également l'Union européenne. Eux, ils sont enclavés au milieu de l'Asie et ils essayent de trouver des partenariats. Mais n'empêche que le 9 mai, à Moscou, ils étaient tous avec Vladimir Poutine pour la célébration de la fête de la victoire. Donc, politiquement, les choses... Et puis, lorsque Tokayev a été en difficulté, il a appelé Poutine à la rescousse au début de l'année dernière. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on veut dire. Il nous reste quelques minutes. Julien Vercueil, parmi les leçons supplémentaires concernant, tirées des événements d'hier, quelles sont celles qui concerneraient l'Ukraine, la guerre en Ukraine, après tout, quelles conséquences sur la guerre en Ukraine et sur la situation internationale, par ailleurs? Alors, pour les leçons typiquement militaires, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il n'y avait pas eu de redirection de forces ou d'affaiblissement des forces russes présentes sur le territoire ukrainien pour contrer la progression des milices Wagner. Donc, il n'y a pas eu d'effet militaire direct. Donc, en revanche, je me pose une question qui est quelle va être la réaction de l'ensemble du personnel de l'armée régulière russe à la suite de cet événement. Puisque cet événement a été largement médiatisé, donc on peut penser que l'ensemble des militaires présents sur le terrain est à peu près au courant de ce qui s'est passé, et donc ils ont vu une personnalité qui critiquait depuis longtemps le haut commandement de l'armée, et puis le commandement politique de l'armée, le ministère de la Défense et de l'armée, finalement se retourner contre ce commandement politique et aller jusqu'à défier militairement. Et cette personnalité est en fait une des rares à avoir une certaine aura militaire, d'une certaine façon. Donc, je pense que ça va avoir un effet de type important sur le doute qui peut assaillir cette armée qui a déjà des sujets d'interrogation. Donc, voilà, c'est le seul point sur lequel je pourrais tirer une leçon sur le plan militaire. Maintenant, sur le plan international, je pense que ce que l'on voit aussi, c'est qu'effectivement, on est dans la poursuite d'un processus d'isolement, non pas tellement de la Russie, mais surtout du président russe lui-même. Évidemment, les autres pays d'Europe continueront à discuter avec Vladimir Poutine. Évidemment, ils ont des raisons tout à fait
objectives pour cela. De leur point de vue, il y a vraiment un intérêt à continuer à être en bonne relation avec la Russie. C'est la même chose, évidemment, pour les pays d'Asie centrale. Hein. Donc, oui, tout d'un coup, il ne va pas se retrouver en face de dos tournés parmi les homologues chefs d'État. Mais il y a eu ce moment qui a été un moment de vérité qui a montré de façon assez, je pense, marquante la faiblesse dans laquelle se trouve aujourd'hui toute la structure de force qui a fait le pouvoir de Vladimir Poutine. On savait cette faiblesse sur le plan économique. Maintenant, elle est également portée sur un autre plan et qui est un plan assez douloureux, je pense, pour Vladimir Poutine. Même question, Oleg Koptsev. Oui, le problème, c'est que tout le pouvoir de Poutine est basé sur le fait qu'il a remis l'ordre dans le pays. C'est ça qui lui a gagné un électorat, et même pour ceux qui n'ont pas voté pour lui, ils se disent, quand il y avait encore des élections presque libres, les autres électeurs disaient bon, on aurait préféré quelqu'un d'autre, mais au moins c'est le type Poutine, qui a mis fin à l'anarchie sous Yeltsin. Or là, nous avons eu une unité militaire quand même assez importante avec des tanks, des camions qui a foncé sur Moscou pour s'arrêter seulement à 200 km de là. Alors on a dit hier sur le plateau de CNews, oui mais vous savez il y a des gangsters qui se sont tirés dessus dans tel aéroport et puis il y a eu la guerre de Tchétchénie. Attention, des clans et des factions qui se tirent dessus, c'est une chose, c'est pas bon pour le pouvoir. La guerre de Tchétchénie, Poutine l'a arrêtée. Et c'est pas lui qui l'a commencé. Et en plus, la Tchétchénie, c'est la périphérie. Alors que là, c'est vraiment le cœur, c'est au cœur de la Russie qu'il y a eu un incident militaire qui ressemblait à la guerre civile. Alors, je ne dis pas que ça va en fait être un facteur d'accélération de ce déclin de la Russie. Ça, on verra. C'est l'histoire qui nous le dira. On verra à long terme si ça a eu de l'importance ou non dans un déclin du pouvoir poutinien. En tout cas, certainement, il y a aujourd'hui une partie de l'opinion publique russe qui a des doutes. C'est certain. Déjà, Vespierre, même question, rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute et demie. Alors, ça va être possible. Sur le plan militaire, Prigojine n'a jamais été reconnu comme tel. Ce n'est pas parce qu'il a porté un casque et un gilet pare-balles pendant quelques mois devant quelques caméras qu'il fait partie du système. Il n'est pas militaire, il est parti. L'armée en tient gratitude à Poutine. Maintenant, sur le plan militaire toujours, ce qui va se passer dans les prochaines semaines en Ukraine est absolument essentiel pour l'armée russe, pour le pouvoir russe. Si jamais l'armée russe résiste, Poutine en sortira conforté et résistera au futur. Si jamais il y a une offensive importante et des pertes de territoire à nouveau par l'armée russe, cette fois-ci, avec le cumul de cette crise, Poutine sera en difficulté. Très vite. Non, ce qui s'est passé, je crois, c'est que le pouvoir russe a d'abord utilisé effectivement Wagner à Bakhmout pour faire une sorte de point de fixation, pour user l'armée ukrainienne, pendant que le reste de l'armée russe faisait des fortifications considérables qui, visiblement, ont leur effet, puisque les Ukrainiens, bien que armés par les Occidentaux, n'arrivent pas à percer ce front, ces fortifications. Mais maintenant qu'il a servi, si vous voulez, et qui défiait quand même le pouvoir central, eh bien... Prigojine est jeté comme un Kleenex qui ne sert plus à rien et il va aller en Biélorussie. Je lui conseille de se cacher au fond de la plus profonde des forêts et de pas tenir le moindre propos public, puisqu'il pourrait lui arriver, je pense, des bricoles. Une dernière phrase, Pierre Laurin. Effectivement, je pense que Prigojine est hors jeu, sauf si vraiment il a une utilité pour créer en Biélorussie quelque chose qui permette au pouvoir biélorusse de se défendre contre d'éventuelles attaques de groupes d'opposition. Ça, c'est un point. Deuxièmement, ce qui concerne l'avenir de Vladimir Poutine, effectivement, il est lié aux opérations en Ukraine, mais étant donné la configuration actuelle, je n'ai pas beaucoup de soucis pour lui.
Je vous remercie tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro des Visiteurs du Soir. Je vous laisse avec Isabelle Piboulot. C'est le rappel des titres et je vous souhaite une très bonne nuit.